Bien, bonjour à toutes et à toutes. Je vous rappelle que je viens devant vous 4 fois intervenir sur l'utilité et la beauté des mathématiques. Et cette intervention donc a été découpée en 4 épisodes que je vous rappelle. Lors du premier épisode, nous avons parlé de l'inutilité apparente des mathématiques et j'ai présenté à cette occasion un certain nombre de problèmes qu'on appelle ouverts, des grandes conjectures mathématiques. Et c'est vrai que les quelques exemples que j'ai pu présenter, comme par exemple la conjecture de Goldbach ou la conjecture des nombres premiers jumeaux, sont des recherches mathématiques dont l'utilité est loin d'être évidente. Mais ce que j'ai montré aussi au cours de cette heure que nous avons passée ensemble, c'est que de temps en temps, en fait, une application concrète pouvait émerger de recherches très abstraites. Et ça a été le cas en particulier avec la présentation du grand théorème de Fermat, pour laquelle la démonstration a permis de mettre en évidence ce que l'on appelle les courbes elliptiques et les applications qui en ont découlé, en particulier dans le domaine de la cryptographie. Lors du deuxième épisode, nous avons montré une phase différente des mathématiques. Nous avons montré que les mathématiques étaient le langage de la science et de l'industrie. Et de fait, aujourd'hui, tout chercheur, tout ingénieur est obligé de faire des mathématiques. Ces mathématiques lui permettent de décrire d'une manière formelle les objets qu'il étudie, que ce soit l'univers ou bien une automobile ou une fusée. Et cette description mathématique lui permet à cet ingénieur ou à ce chercheur de travailler sur cet objet de manière virtuelle, de progresser, de faire des expériences et ainsi d'acquérir une meilleure connaissance de l'objet à étudier. Alors, je voudrais juste revenir une seconde sur ce que nous avons vu l'autre jour. Nous avons vu que le fait que les mathématiques soient le langage de la science permet de décrire en fait finalement tout l'univers depuis les plus grandes échelles, c'est-à-dire l'univers, les étoiles, les planètes, la Terre, les coquillages, les atomes, les particules élémentaires, là, et jusqu'à l'échelle de Planck, 10-35 mètres. Donc, on peut considérer que les succès des mathématiques dans ce domaine-là sont absolument considérables. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les prédictions que l'on fait grâce à elles, en particulier dans le domaine cosmologique et surtout en mécanique quantique, eh bien, toutes ces prédictions sont vérifiées avec une précision absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu au cours des années, des décennies, des siècles passés, des interrogations justifiées et nombreuses sur finalement la nature des mathématiques. Comment se fait-il que cet ensemble de structures très très abstraites permettent de décrire aussi bien la réalité dans laquelle nous sommes? Et ça, c'est un grand mystère. J'ai montré quelques possibilités de réponse la semaine dernière. Nous n'avons pas de réponse de certitude en ce qui concerne ce sujet, mais malgré tout, on ne peut que constater cette effroyable efficacité. Alors, malgré en fait ces succès tout à fait considérables, et on va donc rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, malgré les succès considérables des mathématiques, eh bien, il y a des questions en fait qui paraissent très naïves auxquelles ces mêmes mathématiques ne pouvaient pas répondre récemment. Et voici une telle question, c'est quelle est la forme, au sens mathématique du terme évidemment, d'un nuage? Un nuage, vous en avez tous vu, il suffit de regarder le ciel. Eh bien, la géométrie qu'on apprend, la géométrie euclidienne par exemple, ne permet pas de décrire un nuage. Ces quelques images que je vous montre là sont des objets euclidiens, mais aucun ne ressemble à un nuage. Aucun n'aura la complexité des formes changeantes d'un nuage. Un nuage, en voici un. Et vous voyez, en le regardant, que la description mathématique d'un tel objet ne peut être que compliquée. Et en fait, je vais donc vous parler, dans les minutes qui viennent, de ce que l'on appelle aujourd'hui la géométrie fractale. Je vais vous en parler pour 2 raisons. La première, c'est que, effectivement, cette géométrie va permettre de répondre à des questions tout à fait naïves comme la forme d'un nuage, mais à bien d'autres questions, bien évidemment. Et puis surtout, elle va nous permettre d'illustrer le fait que les mathématiques sont une discipline qui progresse jour après jour, qui n'est pas récente, puisque, encore une fois, les premiers travaux, les premières traces que l'on puisse trouver ont au moins 5000 ans, on les trouve sur des tablettes d'argile babyloniennes en particulier. Et donc, au cours de ces décennies, de ces siècles, de ces millénaires, eh bien, les mathématiques ont progressé et elles continuent à progresser tous les jours. Et tous les jours, dans les laboratoires de mathématiques, c'est le cas en particulier dans les 2 laboratoires
de mathématiques de l'École polytechnique, eh bien, on démontre de nouveaux théorèmes, on fait avancer la connaissance. Mais en fait, un peu comme en physique, la connaissance peut avancer d'une manière continue, en quelque sorte, progressive, et puis de temps en temps, il peut y avoir des révolutions. En physique, la semaine dernière, j'en ai évoqué deux, c'est l'apparition de la mécanique quantique ainsi que des relativités restreintes et générales au début du XXe siècle, qui furent des ruptures absolument fondamentales dans la recherche en physique. Et bien en mathématiques, ça arrive aussi comme ça de temps en temps, et la géométrie fractale en est un excellent exemple. La géométrie fractale, en fait, on considère qu'elle est apparue, disons, au milieu du XXe siècle, dans les années 1960, sous l'impulsion d'un mathématicien français, Benoît Mandelbrot, qui était parti en fait faire sa recherche aux États-Unis, ce qui lui a permis d'ailleurs, travaillant chez IBM, d'avoir accès à des moyens de calcul puissants. Et en effet, je crois et j'en suis convaincu que c'est le fait d'avoir eu à sa disposition des moyens de calcul puissants et des moyens de représentation, de visualisation, qui ont permis à Benoît Mandelbrot de progresser très vite. Mais en fait, les concepts qui sont contenus dans la géométrie fractale ne sont pas en fait récents. On les retrouve au milieu du XIXe siècle. Que s'est-il passé au milieu du XIXe siècle? Eh bien, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on considérait qu'une courbe continue, en voici un exemple sur l'écran, eh bien, on considérait qu'une courbe continue avait des tangentes à chacun de ses points. Alors, on ne va pas ici définir d'une manière formelle ce que signifie le mot continuité, mais on peut utiliser, et ça suffira, une définition tout à fait informelle, c'est de dire qu'une courbe, et celle-ci en particulier est continue, si l'on peut la tracer avec un crayon, sans lever la pointe du crayon de la feuille de papier. Donc, en voici un très bon exemple. Et donc, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on considérait que toutes ces courbes continues avaient des tangentes en chacun de leurs points. Alors, voici un exemple de tangente en un point de cette courbe. Je vous rappelle que la notion de tangente est associée à une notion de limite, si j'arrive à vous montrer l'image correspondante. La voici. Donc, vous voyez, j'ai ici un point et je m'intéresse à la tangente en ce point. Donc, je vais considérer les séquentes passant par ce point et par d'autres points de la courbe. Et je fais tendre le deuxième point d'intersection de cette séquence vers le point en lequel je recherche la tangente. Et lorsque les deux points seront confondus, la séquence que j'obtiendrai sera appelée la tangente. Alors, encore une fois, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on considérait, et en fait l'intuition donnait raison à tous ceux qui avaient cette idée, on considérait que toutes ces courbes avaient des tangentes en chacun de leurs points. Et puis, un certain nombre de mathématiciens ont découvert qu'il n'en était rien et qu'on pouvait avoir des courbes continues sans tangente. Et c'est ainsi que la notion de tangente étant très liée à la notion de différenciabilité, on est passé au milieu du XIXe siècle du continu différenciable au continu non différenciable. Alors, quelques grands noms des mathématiques qui ont participé à cette révolution, Weierstrass, Cantor, Peano, Flammekort, Sierpinski. Mais, en fait, cette notion de courbe continue non différenciable n'a pas été acceptée tout de suite. Et un grand mathématicien comme Charles Hermite voyait en ces courbes une plaie lamentable qu'il regardait avec effroi. Et du coup, en fait, ces courbes ont été oubliées, ignorées, jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à ce que Benoît Mandelbrot les réveille. Et si vous le permettez, je vais commencer par vous montrer une telle courbe. Alors évidemment, je ne peux pas vous la montrer d'une manière parfaite, parce que si je pouvais la dessiner sur un écran, ça signifierait qu'elle aurait des tendances dans chaque point. Ça n'est pas possible. La seule chose que l'on puisse faire, c'est en montrer des approximations. Approximation faible, approximation moyenne, forte, etc., de meilleur en meilleur, mais jamais on ne verra la courbe dans sa perfection, disons. Mais ça, c'est quelque chose qui ne doit pas vous choquer ni vous surprendre en mathématiques. Prenez l'exemple du nombre pi, par exemple, que vous connaissez bien. Lorsque l'on fait des calculs en mathématiques ou en physique avec pi, on n'utilise en fait qu'un nombre fini de décimales, et en fait un nombre petit de décimales, 3, 4, 5, 10, au maximum 20, mais jamais plus. Or, sachez qu'aujourd'hui, on en connaît 31 000
milliards, et qu'en fait, 31 000 milliards, c'est très très peu par rapport à l'infinité de décimales qui suivent. Et donc, jamais on ne verra les décimales de pi dans leur intégralité, on ne verra que les premières. Et bien, pour les courbes continues non différentiables, c'est exactement la même chose. On peut en montrer des approximations, de la même façon que 3,14 est une approximation de pi, mais on ne verra jamais l'intégralité des décimales de pi et on ne verra jamais la perfection de ces courbes continues non différentiables. Alors voilà, si vous voulez, le meilleur exemple d'une telle courbe, meilleur exemple parce qu'il est en fait très très simple à définir, et que déjà, en examinant cette courbe, nous verrons les deux grandes propriétés des objets fractales. Alors, comment est-ce que cette courbe est définie, excusez-moi? Eh bien, tout simplement, nous allons voir ici quelques-unes de ces approximations. Voici l'étape de départ. L'étape de départ, c'est, comme vous pouvez le voir, un segment qui apparaît ici en bleu foncé. Au tiers central de ce segment, je dessine un triangle équilatéral. Et puis ensuite, j'efface la base. Donc, l'opération que j'ai réalisée consiste à remplacer un grand segment bleu par 4 segments rouges plus petits dans un rapport 3, puisque, par exemple, le segment rouge que je souligne ici, de même que les 3 autres, ont comme longueur un tiers de la longueur du segment bleu. Donc, j'ai remplacé un grand segment par 4 petits segments. Eh bien, cette opération, je vais la répéter sur les 4 segments rouges. Je vais obtenir l'approximation magenta. Je vais le répéter sur tous les segments magenta, je vais obtenir le vert, etc., etc., etc. Et en toute logique, je devrais répéter cette opération jusqu'à l'infini. Alors, voyons quelles propriétés nous allons pouvoir observer grâce à cette courbe extraordinaire. Alors, vous voyez sur cette nouvelle image, je me suis amusé à numéroter les différentes étapes, les différentes itérations permettant d'améliorer la qualité de la courbe. Première étape, deuxième étape, troisième étape, etc. Alors, on voit nettement, même si j'ai dit lors du premier épisode qu'il ne fallait jamais dire ce genre de choses en mathématiques, mais on va pouvoir le démontrer dans un instant, on voit que la longueur augmente. Il est clair que la somme des longueurs des 4 segments rouges est supérieure à la longueur du segment bleu. La somme des segments magenta est supérieure à la somme des segments rouges et à la somme, au segment bleu. Donc, tout ça pour dire que la longueur de la courbe, elle augmente au fur et à mesure des itérations. Et on va ici supposer que nous en sommes à la 90e étape. Vous imaginez bien qu'à la 90e étape, il y aurait beaucoup de pointes, mais que ces pointes seraient tout à fait microscopiques, et d'ailleurs trop petites pour être représentées sur un écran, même très précis, de l'ordinateur. Alors, je disais qu'en mathématiques, on ne devait pas dire on voit que, mais il faut démontrer. En fait, il est très clair que lorsque l'on passe du bleu au rouge, la longueur est multipliée par 4 tiers. Ici, j'ai 3 tiers, ici, j'ai 4 tiers, donc j'ai bien multiplié la longueur par 4 tiers. Donc, à chaque étape de cette construction itérative, je multiplie la longueur initiale par 4 tiers. Donc, à l'étape 90, si le segment bleu mesure 1 mètre, la longueur du tracé blanc qui apparaît en haut et à droite, si je tire sur les deux extrémités, eh bien, je vais avoir un segment qui aura comme longueur 4 tiers puissance 90 mètres. Mais la question, c'est de savoir combien vaut 4 tiers puissance 90 mètres. Alors évidemment, c'est très simple, il suffit de prendre une calculette et on obtient évidemment tout de suite le résultat. Mais la question que je pose là, c'est plus d'avoir une intuition de la longueur. Est-ce que cette longueur, ça va être 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, etc. Bon, je dois avouer que j'ai l'habitude de poser cette question. Une réponse qui arrive toujours très naturellement, c'est 90 mètres. Bon, en fait, ce n'est pas cohérent avec le fait qu'on multiplie par 4 tiers, mais enfin, peu importe. Souvent, la réponse qui arrive est 90 mètres. Et je dois avouer que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne un bon ordre de grandeur. Alors, je vais vous donner la réponse. En fait, 4 tiers puissance 90 mètres, ça fait plus de 170 milliards de mètres, c'est-à-dire plus de 150 millions de kilomètres. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi j'avais choisi 90. Eh bien, tout simplement, justement, pour avoir une longueur totale supérieure à 150 millions de kilomètres, qui est la distance de la Terre au Soleil. Donc, vous voyez, je pars d'un segment qui fait 1 mètre, je rajoute des pointes qui sont de plus en plus nombreuses, mais de plus en plus petites,
Et si je fais cette opération 90 fois, eh bien, j'aurai, au bout du compte, un segment, en tirant sur les deux extrémités, un segment qui sera d'une longueur supérieure à la distance de la Terre au Soleil. Alors évidemment, si je poursuis cette opération, cette construction itérative jusqu'à l'infini, si j'en ai le temps, ce qui n'est pas évident évidemment, eh bien j'obtiendrai une longueur infinie. Alors vous voyez une propriété donc très importante de cette courbe et qui sera une des propriétés des objets fractales, c'est justement d'avoir une mesure infinie, en l'occurrence dans le cas de la courbe de Foncor, sa longueur, tout en étant enfermé dans une boîte finie. Donc, cohabitation de propriétés à la fois finies et infinies. Autre propriété que l'on va voir sur une autre image, qui est celle-ci, autre propriété, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'autosimilarité. Nous avons en bas et à gauche de cette image, nous avons la courbe de Foncor, ou du moins encore une fois une approximation, mais je ne répéterai pas sans arrêt le mot approximation. Donc nous avons en bas et à gauche la courbe de Foncor dans son intégralité. Et nous allons zoomer dans un rapport 3. Et donc zoomer dans un rapport 3, ça va nous permettre de voir un agrandissement de ce détail. Et le voici en rouge. Eh bien, qu'est-ce que l'on observe? Que cet objet obtenu par un agrandissement d'un rapport 3 est strictement identique à l'objet de départ dans son intégralité qui apparaît ici en vert. C'est ce que l'on appelle l'autosimilarité. Et donc, un objet fractal, c'est un objet qui, en quelque sorte, de manière plus ou moins parfaite, se contiendra lui-même. Alors encore une fois, si je poursuis cette opération de zoom sur le rouge maintenant et que je tente d'agrandir ceci, ben j'obtiendrai de nouveau la même forme qu'au départ. Et puis je peux poursuivre ainsi ce zoom en augmentant progressivement le rapport jusqu'à l'infini. Et bien sans arrêt, je verrai réapparaître la même forme. Donc voici deux propriétés très importantes des objets fractales. Le fait de voir cohabiter le fini et l'infini, et puis cette propriété d'autosimilarité, le fait de se contenir soi-même. Alors, je rappelle la question posée initialement, quelle est la forme d'un nuage? Alors évidemment, vous pourriez vous demander quel est le rapport entre un nuage et puis cette cohabitation du fini et de l'infini et de l'autosimilarité. Eh bien, nous allons voir que ces deux propriétés sont les propriétés de nombreux objets de la nature, et des nuages en particulier. Seulement, dans la nature, le mot infini, en fait, n'existe pas. En fait, c'est une conviction qu'ont les physiciens. Il n'y a pas de mesure infinie dans la nature. Mais quand on parlera d'infini dans la nature, on pourra dire beaucoup. On pourra dire qu'une longueur est infinie si elle est très très grande, par exemple, par rapport aux mesures qu'on a l'habitude d'observer. Et de même, l'autosimilarité pourra n'être qu'approchée. Alors, donnons, si vous le voulez bien, des exemples de cette cohabitation du fini et de l'infini dans la nature. Alors, ce que vous avez ici sous les yeux, eh bien, c'est ce que l'on appelle les alvéoles pulmonaires, du moins une alvéole pulmonaire. Alors, je vous rappelle que le système respiratoire des êtres humains, des mammifères en particulier, des êtres humains, est d'abord constitué d'un arbre partant de la trachée artère, d'un arbre binaire, c'est-à-dire que systématiquement chaque branche va se subdiviser en deux branches, et ceci sur environ 15 niveaux. Et au bout de ces 15 niveaux, donc au bout de très très nombreuses branches, eh bien on va trouver ce que l'on appelle les alvéoles pulmonaires, qui sont elles-mêmes des arborescences sur 8 niveaux. Et il y a donc ainsi, a priori, 256 feuilles à ces arbres. Alors voici, si vous le voulez bien, une de ces alvéoles pulmonaires. Eh bien, ces alvéoles pulmonaires, elles ont une structure fractale, parce que nous avons vu précédemment cette structure arborescente. Et alors, les alvéoles pulmonaires, en particulier chez les êtres humains, ont une propriété de cohabitation de fini et d'infini. Le fini, où est-il? Eh bien, tout simplement, les alvéoles pulmonaires sont contenues dans la cage thoracique, mais n'occupent qu'un volume extrêmement faible, alors que leur surface, si on était capable, par exemple, de les mettre à plat, cette surface varierait suivant les individus, suivant l'âge de l'individu, sa taille, etc., sa corpulence. Eh bien, cette surface varie entre 100 et 200 mètres carrés.
Donc, vous voyez, voilà un objet naturel dont la surface est pratiquement infinie, dans le sens où je l'ai défini tout à l'heure, et le volume quasiment nul. Ensuite, voyons maintenant l'autosimilarité. Alors, l'autosimilarité, je vais vous la montrer sur un exemple abstrait, celui d'un arbre. Donc, cet arbre, je vais prendre sa plus grosse branche, la voici marquée en rouge, je vais la poser par terre, et que vais-je obtenir? Eh bien, un arbre, mais plus petit que l'arbre de départ. Et si je répète cette opération, je vais obtenir comme ça toute une famille d'arbres de plus en plus petits. Alors là, évidemment, on n'est pas en présence de l'infini des mathématiques, de l'infini de la courbe de Fock-Core. Nous sommes dans la nature, et donc cette opération de découpage de branches de plus en plus petites, évidemment, a une limite, 4, 5, 6 fois, mais guère plus. Mais malgré tout, on observe qu'un arbre, parfait dans le cas présent, a une structure fractale. Alors évidemment, dans la nature, assez peu d'arbres sont aussi réguliers que celui que j'ai dessiné sur cet écran, mais malgré tout, observez par exemple un chêne. Regardez une de ses plus grosses branches. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette plus grosse branche? Eh bien, elle ressemble à l'arbre entier, mais en plus petit. Et puis sur cette plus grosse branche, là aussi, vous pourrez en extraire une branche un peu plus petite qui ressemblera encore une fois et de nouveau à l'arbre entier. Donc voilà, si vous voulez, deux exemples d'objets naturels, les alvéoles pulmonaires et les arbres, qui ont les deux propriétés des objets fractales, cohabitation du fini et de l'infini, et autosimilarité. Alors ça va être vrai, et on va le voir visuellement dans quelques instants. Tout cela est vrai dans la nature, est vrai pour un certain nombre d'objets. Nous avons vu le système respiratoire, les arbres, et c'est vrai des nuages, des montagnes, des côtes marines, lorsqu'elles n'ont pas été évidemment massacrées par l'homme. Alors, si vous voulez, il va être nécessaire de définir une mesure en quelque sorte de l'irrégularité, parce que, comme on le voit sur cette image, nécessairement des objets fractales vont être des objets qui vont être irréguliers, rugueux, qui vont avoir une certaine complexité. Et il va donc être nécessaire de pouvoir la mesurer. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin de définir ce que l'on appelle la dimension fractale. Alors cette dimension fractale, elle n'est pas difficile à comprendre. Il suffit de revenir par exemple à la notion de volume. Donc nous avons ici un volume qui est divisé en un certain nombre de cubes unités. Alors j'ai choisi volontairement un cube dont le volume était entier, donc en l'occurrence 125, 5 au cube, tout simplement pour simplifier la présentation. Mais rappelons ce que c'est que la notion de volume. Le nombre qui représente le volume, 125, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de cubes unités contenus à l'intérieur. 125, c'est 5 au cube. D'une manière générale, un volume V, ça va être, pour un cube, son côté élevé à la puissance 3. Alors, il y a une fonction en mathématiques qui est très, très pratique, qui a été découverte par John Napier il y a pas mal de siècles maintenant, qui est en fait, en quelque sorte, l'inverse de l'exponentiation. C'est le logarithme. Et donc, vous voyez que je passe de V égale C puissance 3 à la formule suivante, logarithme de V égale 3 logarithme de C. Et donc, vous voyez que grâce à cette opération de prise du logarithme, l'exposant est descendu d'un cran. Log de V égale 3 log de C. Log de 125 égale 3 log de 5. Et du coup, je remarque que 3, c'est finalement le rapport du logarithme de V sur le logarithme de C. Et dans notre exemple qui figure ici, 3 est égal au logarithme de 125 divisé par le logarithme de 5. Or, je rappelle que V, et c'est écrit ici, c'est le nombre grand N de cubes unités contenus dans le grand cube. C, la mesure du côté, c'est le rapport de Motesi qui permet de passer du cube unité au grand cube. Et 3, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension D du grand cube. Du coup, je peux réécrire ma formule D égale logarithme de V sur logarithme de C comme étant D égale logarithme de N sur logarithme de H. Et donc, la dimension de mon cube, c'est le logarithme du nombre de copies de cube unité sur le logarithme du rapport de Motesi qui permet de passer du cube unité au grand cube.
Donc, nous allons utiliser dorénavant comme définition de la dimension celle qui figure ici, D égale log de n sur log de h. Alors, vous voyez que dans le cas d'un objet bien connu de la géométrie euclidienne, cette dimension est égale à 3. Log de 125 sur log de 5. N égale 125, h égale 5, log de 125 sur log de 5 égale 3. Vous pouvez le vérifier avec votre calculette. Vous pouvez calculer le logarithme de 125 divisé par le log de 5. Même si vous ne savez pas exactement ce que signifie logarithme, eh bien vous trouverez le nombre entier 3. Alors, maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'il n'existe pas des objets, évidemment, qui vont être différents d'un cube, différents d'un parallélépipède, différents d'une sphère, etc. Est-ce qu'il ne va pas exister des objets tels que la valeur du nombre d ne soit plus un nombre entier? Dans le cas du cube G3, est-ce qu'il n'existe pas des objets qui vont être certainement un petit peu compliqués, on va le voir dans un exemple, dont la dimension ne serait plus entière? Alors, regardons la courbe de Von-Core. Le nombre de copies, eh bien, il est égal à 3. Voici la courbe, je vais même agrandir l'image pour mieux. Donc, voici la première étape de la construction. Ici, voilà la deuxième étape de la construction. Il est évident que le nombre de copies jaunes est égal à 3. Donc, grand H égale 3. Maintenant, le rapport de Motesi, excusez-moi, le nombre de subdivisions, le nombre d'itérations, lui, est égal à 4, puisque je passe d'un grand segment à 4 petits segments. Donc, n est égal à 4. Et du coup, pour la courbe de Von-Core, D, ce que j'ai appelé dimension tout à l'heure, va être égal à logarithme de 4, n égale à 4, sur le logarithme de 3. Eh bien, si l'on fait le calcul avec une calculette, on va trouver que logarithme de 4 sur logarithme de 3 est égal à 1,26. Et cette fois-ci, 1,26 n'est plus un nombre entier. Et donc, ma courbe de Von-Core a une dimension qui n'est plus un nombre entier, qui est compris entre 1 et 2. Or, la dimension 1, qu'est-ce que c'est? C'est la droite. La dimension 2, qu'est-ce que c'est? C'est le plan. La dimension de la courbe de Von-Core étant comprise entre la dimension de la droite 1 et la dimension du plan 2, va être comprise en quelque sorte, entre guillemets, entre une droite et entre un plan. Voilà. Donc, je rappelle, D égale logarithme du nombre de copies sur le logarithme du rapport de Motesi, logarithme de n sur logarithme de h, et pour la courbe de Von-Core, logarithme de 4 sur logarithme de 3, qui n'est plus un nombre entier. Alors, nous allons voir ici quelques exemples d'objets plus ou moins classiques. Classiques s'ils sont des objets que vous connaissez bien dans le plan, par exemple, et puis moins classiques comme des objets fractales que je vais vous montrer. Alors, dimension 1, la ligne droite. Dimension 1, 26 et quelques décimales derrière la courbe de Von-Core. Ce que l'on appelle le mouvement brownien, et plus particulièrement son enveloppe, c'est-à-dire la courbe qui apparaît en blanc ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement brownien? C'est tout simplement le mouvement d'une particule qui se déplace au hasard dans le plan. Donc, je suis ce tracé, et puis une fois qu'il est obtenu, eh bien, j'essaie d'en voir le tour, en quelque sorte, qui apparaît en blanc. Eh bien, ce tour, ce qu'on appelle l'enveloppe du mouvement brownien, a une dimension égale à 4 tiers, c'est-à-dire 1,33, etc. Autre exemple, le front fractal de diffusion, 7 quarts, 1,75. Exemple que nous avons déjà vu la semaine dernière lorsque nous avons parlé des rapports entre le mathématicien et le physicien. Je rappelle que cette courbe elle est obtenue lorsque des particules qui sont émises par le bas de cette image, lorsque ces particules vont diffuser dans le plan, c'est-à-dire l'envahir progressivement alors qu'initialement il était vide. Et cet envahissement se fait en sautant d'une place que l'on occupe à une des places voisines, à condition que celle-ci soit libre. Et ce que l'on voit émerger au cours du temps, eh bien, c'est un front d'avancée, un petit peu comme le front d'avancée d'une armée en campagne, comme le front d'avancée d'un incendie de forêt. Eh bien, on voit que ce front d'avancée a une géométrie très compliquée. Eh bien, cette géométrie, elle est fractale, et la dimension de ce front de diffusion est égale à 7 quarts. Et vous noterez combien il est extraordinaire
que des objets aussi compliqués que l'enveloppe du mouvement brownien et le front fractal de diffusion, et des dimensions fractales très simples, 4 tiers et 7 quarts. Et vous avez vu aussi que pour la courbe de Foncor, eh bien, cette dimension fractale n'était pas un rationnel, mais quelque chose de beaucoup plus compliqué. Autre exemple d'objet fractal que nous détaillerons de nouveau dans un instant, c'est ce que l'on appelle le tapis de Sierpinski, dont la dimension est égale à logarithme de 8 sur logarithme de 3. Ensuite, courbe de Hilbert bidimensionnelle, c'est-à-dire une courbe dont on voit ici, encore une fois, et malheureusement qu'une approximation. Et c'est une courbe qui a la propriété, partant d'ici et arrivant là, eh bien, de remplir tout un carré. Tous les points du carré vont être atteints, mais évidemment, nous ne pouvons montrer qu'une approximation. Et cette fois-ci, comme cette courbe remplit le carré, eh bien, elle a la dimension 2, c'est-à-dire la dimension du plan. Ensuite, autre dimension 2, c'est le plan, bien évidemment. Dimension un peu plus compliquée, log de 20 sur log de 3, c'est-à-dire 2,72, c'est l'éponge de Menger que je vous montrerai dans un instant. Et enfin, dimension 3, évidemment l'espace lui-même, que nous habitons en particulier, mais aussi courbe de Hilbert tridimensionnelle, qui est une généralisation de la courbe de Hilbert bidimensionnelle, courbe qui va remplir un cube et qui va atteindre successivement tous les points d'un cube. Donc, voici la dimension fractale. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les structures fractales vont émerger de façon tout à fait naturelle de processus qui, bien souvent, sont tout à fait élémentaires. Par exemple, ici, nous allons nous intéresser au triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, c'est celui que l'on calcule lorsque l'on veut avoir les différents coefficients du calcul a plus b à la puissance n. Eh bien, ces différents coefficients, nous les voyons apparaître ici. Et si l'on représente, par exemple, la parité, c'est-à-dire pair-impair de ces coefficients, eh bien, on voit apparaître de toute évidence une structure fractale, puisque cette grande structure triangulaire, on la retrouve ici en 2 fois plus petite, ici en 4 fois plus petite, etc., etc. Autre exemple d'émergence de structures fractales, mais à partir, encore une fois, de processus tout à fait élémentaires que vous pouvez vous amuser à programmer. D'ailleurs, c'est très très simple. C'est ce que l'on appelle les automates cellulaires. Alors, automates cellulaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on se place sur un damier. Sur la rangée du bas, on va disposer des pions blancs ou noirs. Alors, dans l'exemple que nous avons sous les yeux ici, nous avons ici des pions noirs, un pion blanc et des pions noirs. Et ensuite, on va faire évoluer au cours du temps, et donc l'axe vertical, ça va être le temps. On va faire évoluer cette population initiale de pions blancs et de pions noirs en fonction de règles tout à fait arbitraires. Si par exemple, j'ai 3 pions, je vais prendre plutôt, oui, c'est celui-là qui est le meilleur. Si j'ai par exemple 3 pions noirs consécutifs, eh bien le pion central deviendra blanc. Par ici, par exemple, j'ai 3 pions noirs, eh bien le pion central va devenir blanc, etc., etc. Donc nous avons ici les 8 règles qui vont être utilisées pour faire évoluer cet automate cellulaire. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître très naturellement et très simplement une structure fractale, puisque ce grand triangle qui est ici, je le vois apparaître ici en 2 fois plus petit, et ici en 4 fois plus petit, etc., etc. Et donc, vous voyez, voilà un processus très simple pour lequel, a priori, les fractales n'avaient rien à voir avec l'histoire. Autre exemple, un peu plus compliqué cette fois-ci, qui fait appel aux nombres complexes. Alors, les nombres complexes, je ne suis pas sûr, si vous êtes en terminale et a fortiori si vous êtes en première ou en seconde, que vous les ayez vus, bien entendu, mais on n'a pas besoin de les définir formellement, je vais juste en donner 2 propriétés. La première, c'est que les nombres complexes généralisent en fait les nombres réels. Les nombres réels, ce sont en fait des nombres qui permettent de repérer un point sur une droite. Eh bien, les nombres complexes, eux, vont permettre de repérer un point sur un plan. Donc, les nombres complexes, ce sont en quelque sorte des objets à 2 dimensions. Et puis, deuxième propriété très importante, et c'est ce qui leur a donné naissance finalement, tout polynôme du nème degré aura toujours n racines complexes. Exemple, l'équation du second degré que l'on apprend, on apprend qu'il faut calculer son fameux discriminant et suivant son signe, etc., etc. Eh bien, grâce au nombre complexe,
l'équation du second degré a toujours deux racines complexes. Alors, on peut, grâce au nombre complexe, par exemple, calculer les racines, les trois racines, donc, de l'équation z puissance 3 égale 1. Alors, cette équation, elle a donc trois racines que l'on va dessiner dans le plan. Ce sont les trois points noirs que je souligne ici. L'origine du plan étant au centre de cette image. Et cette image, comment est-elle obtenue? Elle est obtenue alors que l'on connaît précisément les trois racines, puisque je les ai marquées ici. On peut s'amuser à obtenir différemment ces trois racines. On peut les obtenir, essayer de les obtenir par une procédure approximative, itérative, et par exemple la méthode de Newton. Alors, la méthode de Newton consiste à partir d'un point quelconque du plan, et puis progressivement, en calculant des dérivés, etc., permet progressivement de s'approcher de la racine. Alors, à quoi correspondent les trois couleurs qui apparaissent sur cette image? Eh bien, si je pars d'un point quelconque du plan qui est colorié en rouge, ici, là, ici ou n'importe où ailleurs, mais rouge, je vais arriver sur cette racine. Si je pars d'un point vert quelconque, je vais arriver à celle-ci. Et si je pars d'un point bleu quelconque, je vais arriver à celle-là. Et donc, vous voyez que la recherche approximative des trois racines de l'unité amène à une structure fractale très étonnante que vous avez sous les yeux. Alors, ce processus, bien évidemment, peut être étendu. Et si je cherche à résoudre l'équation z puissance 8 égale 1, donc nous avons en noir les 8 racines connues exactement, et puis coloriées ici, les 8 zones du plan qui vont donner accès de manière approximative aux 8 racines. Et là aussi, nous voyons apparaître de nouveau une structure fractale d'une très grande complexité et en même temps d'une très grande beauté. Autre exemple, celui de l'ensemble de Mandelbrot. Ensemble de Mandelbrot qui porte le nom de Benoît Mandelbrot, qui est donc le mathématicien français qui, aux États-Unis, a découvert finalement toutes ces merveilles qui étaient finalement latentes et dormantes dans les plans mathématiques et dans des espaces de dimension encore plus étendus. Eh bien, Benoît Mandelbrot, très certainement, a pu faire les progrès extraordinaires qu'il a fait accomplir aux mathématiques, justement parce qu'il a pu faire des calculs et faire des images. Et je suis à peu près convaincu que s'il n'avait pas eu cette possibilité, eh bien, les progrès auraient été beaucoup plus longs. En tout cas, voici, si vous voulez, ce que l'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Alors, l'ensemble de Mandelbrot, comment est-il obtenu? Eh bien, lui aussi, nous sommes dans le plan complexe, et chacun des points, et je vais prendre une image un petit peu plus simple, si vous voulez, pour vous expliquer de quoi il s'agit. Nous avons ici l'origine marquée en blanc. Alors, chacun des points du plan va être examiné et va être déplacé, comme je le fais pour le tracé qui apparaît en jaune ici. Alors, le déplacement de ces points va systématiquement se faire par la même règle. Alors, on voit que pour le point de départ jaune, eh bien, je vais finalement m'éloigner de l'origine et puis partir à l'infini. Par contre, si je pars du point rouge qui est là, eh bien, je vais rester au voisinage de l'origine. Quel que soit le nombre de déplacements que je vais pouvoir faire, et encore une fois, je rappelle que la transformation qui permet de passer d'un point au suivant est systématiquement la même, j'ai défini mathématiquement de la même façon, eh bien, là, je resterai au voisinage de l'origine. Eh bien, c'est ainsi, si vous voulez, que l'ensemble de Mandelbrot est défini. Donc ici, il apparaît en noir. Eh bien, l'ensemble de Mandelbrot, c'est l'ensemble de tous les points du plan qui vont rester au voisinage de l'origine lorsque je vais répéter cette transformation. Et on en voit quelques exemples ici. Et puis, à l'extérieur de l'ensemble de Mandelbrot, eh bien, les points vont partir à l'infini. Alors, quand on regarde cet objet, et quand on s'amuse à zoomer dessus, un petit peu comme nous avons zoomé sur la courbe de Frontcourt tout à l'heure, eh bien, nous voyons apparaître des copies plus petites de l'ensemble lui-même, et plus on va zoomer, plus on va voir apparaître de copies de plus en plus petites, et ce jusqu'à l'infiniment petit. Alors qu'en fait, je répète que la procédure consiste uniquement à déplacer les points du plan. Alors voilà un autre exemple que je ne commenterai pas plus, mais pour vous montrer qu'on peut obtenir ainsi des choses extrêmement compliquées. Et là, on est dans un espace de toute évidence à 3 dimensions. Alors là, on vient de voir l'émergence de fractales en mathématiques. Et bien maintenant, voyons l'émergence de fractales en physique. Voilà par exemple ici deux populations de particules, les particules rouges et les particules bleues. Et en fait, la seule particularité de ces particules, ça va être de se déplacer d'une manière aléatoire.
ça va beaucoup ressembler au mouvement brownien que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, on voit que progressivement, les particules bleues vont pénétrer dans le domaine des particules rouges et inversement. Et on voit apparaître ici, à la frontière, entre guillemets, entre le rouge et le bleu, eh bien, une structure fractale extrêmement compliquée, alors qu'encore une fois, il ne s'agit que du mouvement aléatoire de particules. Bon, cet exemple, nous l'avons vu, je ne le recommenterai pas. Ici, autre exemple, des particules qui, elles aussi, vont être animées d'un mouvement aléatoire, avec une seule propriété, c'est de se coller les unes aux autres lorsqu'elles vont se rencontrer. Eh bien, progressivement, on va voir se former des agrégats contenant de plus en plus de particules, mais étant de moins en moins nombreux, pour arriver ici à un objet fractal contenant toutes les particules. Autre exemple, eh bien, c'est l'érosion. L'érosion des côtes. Eh bien, nous savons aujourd'hui, grâce à la géométrie fractale, caractériser l'érosion des côtes, mais aussi en comprendre les mécanismes. Et je vous rappelle que j'avais déjà présenté, si j'ai bonne mémoire, cet exemple la semaine dernière. Et je rappelle qu'il s'agit en fait mathématiquement d'une simple analogie, puisqu'il n'est pas possible de décrire en toute sa complexité le phénomène, puisqu'il faudrait faire intervenir l'eau, les vagues, le vent à des structures, à des échelles de plus en plus petites, éventuellement jusqu'à l'échelle atomique, ce qui n'est pas raisonnable. Mais grâce finalement à une formule extrêmement simple qui a été découverte par Bernard Sapoval du laboratoire de physique de la matière condensée de l'École polytechnique, eh bien, nous sommes capables, mathématiquement et informatiquement, vous voyez, d'obtenir des érosions de côte qui sont extrêmement réalistes. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais vous montrer qu'il existe finalement deux sortes de géométrie fractale. La géométrie fractale déterministe, c'est-à-dire celle où le hasard n'intervient pas, et donc là, quelques grands noms doivent être mentionnés, alors, en particulier Gaston Julia et Pierre Fatou, qui étaient des mathématiciens du début du XXe siècle, qui avaient eu l'intuition de tout cela, mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas les outils informatiques de calcul et de représentation que j'ai déjà évoqués. Autre nom évidemment très important, Benoît Mandelbrot, et puis Adrien Douady, John Hubbard et Jean-Christophe Diocose, qui a lui aussi obtenu le médaille Fields et qui malheureusement nous a quittés très récemment. Alors, géométrie fractale déterministe, ça veut dire que le hasard n'intervient pas. Alors, je vais vous en montrer deux nouveaux exemples. Le tapis de Sierpinski. Le tapis de Sierpinski, c'est très facile. Nous prenons un grand carré, nous le découpons en 9 carrés plus petits et nous enlevons le carré central. Il reste 8 carrés. On va découper en 9 carrés plus petits, enlever le carré central, etc., etc. On obtient donc comme ça une surface carrée initialement qui est percée de trous de plus en plus petits, mais évidemment de plus en plus nombreux. Alors ceci peut se généraliser sans aucune difficulté à 3 dimensions. Donc je prends un cube, je le divise en 27 cubes, j'enlève les 6 cubes qui sont au centre des 6 faces et j'enlève le cube central. Donc il me reste 20 cubes. Ces 20 cubes, je les divise en 27 cubes, etc., etc. Et j'obtiens, alors là évidemment nous ne voyons qu'une approximation, puisque encore une fois pour ces objets de nature fractale, il faudrait être capable de répéter les choses une infinité de fois. Donc j'obtiens un objet qui contient des trous de forme cubique qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus petits. Et alors, il faut noter une propriété absolument paradoxale de cet objet. Si l'on va jusqu'à l'infini, on obtient un volume, un objet, dont le volume est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais dont la surface est infinie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est paradoxal parce que si vous prenez une sphère, par exemple, si vous augmentez son rayon, eh bien le volume augmente, la surface augmente. Les deux augmentent toutes les deux dans la même direction, en quelque sorte. Eh bien là, c'est le contraire. Le volume nul, la surface infinie. Donc, ce sont des objets, comme vous pouvez l'imaginer, tout à fait faciles. Alors, à partir de là, on peut, vous voyez, comme je vous le montre ici, obtenir des objets encore plus compliqués. J'allais dire, il n'y a pas de limite aux mathématiques dans ce domaine. Alors, je vous ai parlé à l'instant, il y a quelques secondes, de l'ensemble de Mandelbrot. Donc, l'ensemble de Mandelbrot, il est calculé dans le plan complexe, c'est-à-dire un ensemble à 2 dimensions. Je vous ai dit tout à l'heure que les nombres réels permettaient de repérer les points sur la droite, les nombres complexes de repérer les points dans le plan. Eh bien, il existe des généralisations de ces nombres à 4 dimensions et à 8 dimensions. Et donc, ce qui a été fait ici à 2 dimensions peut se faire à 4 dimensions, à 8 dimensions. Et donc, je vous montre de tels objets.
Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer les objets à 4 et 8 dimensions puisque nous vivons dans un espace à 3 dimensions, donc je ne peux vous montrer que des sections tridimensionnelles dans ces objets. Mais vous remarquerez déjà l'infinie richesse de ces objets. Et si je zoome par exemple dans une zone qui est par ici, eh bien je vais voir apparaître, comme vous allez le voir dans un instant, des structures extrêmement compliquées. Et si je zoome là-dessus, je vais voir apparaître de nouvelles structures, etc., sans limite, bien évidemment. Et donc, je vous montre encore quelques exemples de tels objets. Et vous voyez entre parenthèses que même si ces objets sont définis de manière déterministe, c'est-à-dire si le hasard n'intervient pas, déjà, il semblerait qu'émergent des formes qui semblent être naturelles et donc qui contiennent une certaine part de hasard. Alors ça, justement, si vous voulez, c'est la... Excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Ça, c'est donc de la géométrie fractale déterministe. Et puis, il existe la géométrie fractale non déterministe. Et là, le grand nom qu'il faut retenir, c'est celui de Benoît Mandelbrot, parce que c'est lui qui a compris que ces objets fractals abstraits avaient des applications naturelles, et c'est ce que nous allons voir immédiatement. Toutes les images que vous voyez ici, par exemple, ce paysage qui ressemble beaucoup à un paysage chinois, celle-ci qui représente beaucoup un lever de soleil sur Monument de Valley aux États-Unis, ou bien celle-là qui nous montre la surface de la Lune. Excusez-moi, ce n'est pas celle-là que je voulais vous montrer, mais enfin bon, vous pouvez la regarder. C'était celle-ci que je voulais vous montrer, qui vous montre la surface de la Lune. Et bien évidemment, tout ça, ce ne sont pas des montagnes, ce ne sont pas des déserts américains, ça n'est pas la Lune, ce sont des objets fractales. Et alors, chose intéressante, si vous voulez, si je prends par exemple l'équation du cercle. L'équation du cercle, dans sa version la plus simple, ça va être x2 plus y2 égale r au carré, r étant le rayon. Et si maintenant je change la valeur de la constante r, eh bien je vais obtenir des cercles de dimension plus ou moins grande. R petit, des petits cercles, et puis je vais augmenter r, je vais obtenir des cercles de plus en plus grands. Eh bien, on peut considérer que les objets que vous avez sous les yeux actuellement ressemblent un petit peu, c'est une analogie que je vous présente bien évidemment, mais on peut considérer que tous ces objets, tous ces paysages en particulier, ont une équation unique, commune. Cette équation évidemment est plus compliquée que l'équation du cercle, contient plus de paramètres que l'équation du cercle, mais en jouant ensuite sur ces paramètres, eh bien, on va pouvoir obtenir des choses qui ressemblent à des montagnes chinoises, à des montagnes du désert américain, à la Lune, à des nuages. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une réponse à ma question, puisque la question qui était posée initialement, c'était quelle est la forme d'un nuage? Quelle est la forme mathématique d'un nuage? Eh bien, la forme mathématique d'un nuage, c'est la géométrie fractale qui nous la donne. Alors évidemment, je ne vais pas vous définir la forme d'un nuage avec des mots, mais avec des équations, celles de la géométrie fractale. Et comme vous pouvez le voir, ces équations peuvent être généralisées à plus de 3 dimensions. Et c'est comme ça qu'est obtenu ce genre de petite animation. Alors, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que je vais avoir, je vais constater ça tout à l'heure, des problèmes pour la visualisation de petites animations. Mais en fait, cette animation, ce sont des nuages qui passent dans le ciel, d'un paysage montagneux, et puis le soleil qui se lève. Eh bien, c'est en fait une animation d'un objet tridimensionnel au cours du temps, mais en fait, cette animation, elle est calculée comme un objet fractal quadridimensionnel, un des 4 axes étant le temps. Et ensuite, en faisant des sections le long de cet axe, eh bien, on obtient ce passage de nuages dans le ciel. Donc, vous voyez qu'on a réussi, grâce à la géométrie fractale et grâce au génie de Benoît Mandelbrot, on a réussi à répondre à la question quelle est la forme d'un nuage? Alors, ce que je voudrais brièvement vous montrer, ce sont les difficultés et les problèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés? Je vais peut-être vous le montrer très simplement en regardant une image qui est celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Je la retrouve. La voici. J'ai dit tout à l'heure que pour savoir si un point appartenait à l'ensemble de Mandelbrot ou n'appartenait pas, il fallait prendre chacun des points du plan et les déplacer successivement. Or, malheureusement, en toute logique, quand je vois qu'un point reste au voisinage de l'origine, il faudrait que je sois capable de répéter cette opération, ce déplacement, une infinité de fois. Parce qu'il est évident que pour des raisons pratiques, je vais devoir m'arrêter au bout d'un certain temps. Je vais par exemple me dire, je ne ferai jamais plus de 500 itérations. Mais que se passerait-il si je faisais 501 itérations? Est-ce que par hasard, le dernier point ne sortirait pas? Donc ça, c'est un premier problème.
lorsque l'on calcule des objets fractales, on ne peut pas faire une infinité d'itérations, et donc, il faut s'arrêter à un moment donné pour des raisons pratiques évidentes. Et donc, que se passerait-il si on allait plus loin, voir si on avait la possibilité d'aller jusqu'à l'infini? Bon, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, qui est pas forcément visible, mais je vais quand même si vous la montrer, parce qu'il me semble que j'ai une image qui le présente d'une manière concrète. Il doit être celle-ci, il doit être accessible ici, voilà. C'est un problème que nous verrons jeudi prochain lors du 4e et dernier épisode de nos aventures dans l'univers des mathématiques. Ce que je vous montrerai d'une manière concrète, c'est qu'en fait, un ordinateur, ça ne calcule pas exactement. En toute logique, pour faire des calculs exacts en géométrie fractale, il faudrait être capable de calculer avec une précision infinie. La chose est évidemment impossible et je l'illustrerai encore une fois jeudi prochain. Vous savez que les ordinateurs, les processeurs qui sont dans nos ordinateurs, peuvent faire des calculs, en général en deux types de précision, le 32 bits et le 64 bits. Alors on peut faire des calculs dans des précisions supérieures, mais cela est très pénalisant pour des raisons de ressources informatiques, mais en tout cas, jamais avec une précision infinie. Donc, que ce que montrent les points blancs que nous voyons actuellement, donc vous avez reconnu évidemment l'ensemble de Mandelbrot, eh bien, montre les différences entre un calcul effectué avec la précision 32 bits et la précision effectuée en 64 bits. Et on voit que, au niveau de ce que l'on appelle la frontière de l'ensemble de Mandelbrot, eh bien, les deux précisions donnent de toute évidence des choses très différentes. Donc ça, ce sont des difficultés qui sont évidemment et malheureusement incontournables et inhérentes même finalement à la notion d'objet fractal. Enfin, un dernier point que je voudrais mentionner, parce que vous avez vu là quelques images, j'espère et j'imagine que vous en avez apprécié pour certaines d'intérêt esthétique. Et donc, il est vrai que lorsque Benoît Mandelbrot a commencé à révéler au monde les objets fractals, et en particulier ce fameux ensemble de Mandelbrot, eh bien, on s'est tout de suite émerveillé sur les structures absolument extraordinaires qu'il permettait, cet ensemble, de générer. Eh bien, en généralisant la définition d'ensemble de Mandelbrot, en travaillant dans des espaces de dimensions diverses et variées, eh bien, on peut créer des objets absolument fascinants. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns, mais encore une fois, malheureusement, il y en a tant que je ne peux pas tous vous les montrer, puisqu'il y en a tout simplement une infinité. Donc, en voici quelques exemples que je vous montre comme ça, tout à fait au hasard. En voici encore un. En voici un autre. Et vous verrez que celui-là se rapproche finalement assez d'une vision architecturale, puisqu'on a un petit peu l'impression d'être sous la coupole d'un dôme, par exemple celui de la cathédrale de Florence. Donc, vous voyez que finalement, la géométrie fractale, eh bien, c'est en même temps à la fois un outil qui nous permet de mieux comprendre, de mieux appréhender la richesse, la variété, l'irrégularité de la nature, et puis qui est en même temps un magnifique outil de création artistique. Alors, je voudrais juste terminer par une remarque, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps de le redire jeudi prochain, tout simplement parce que finalement, on peut voir, grâce à la géométrie fractale, que les mathématiques peuvent être simultanément un outil de création artistique, finalement. On peut, à partir d'équations, obtenir, comme on le voit, des formes bidimensionnelles, tridimensionnelles, n-dimensionnelles, etc. Et alors, tout cela, ça débouche finalement sur un concept tout à fait nouveau et révolutionnaire, finalement, dans le domaine de l'art, c'est que l'art, la création artistique, l'œuvre que l'on a créée, finalement, ça n'est pas, par exemple, je vais prendre une image au hasard, l'œuvre d'art, ça ne sera pas cette image, ou ça ne sera pas cet objet tridimensionnel qu'on aura réussi à faire, par exemple, avec de l'impression 3D. Non, ça va être le modèle mathématique qui est derrière. Et du coup, tout cela fait émerger finalement un concept nouveau dans le domaine artistique, c'est la notion d'œuvre potentielle. Encore une fois, l'œuvre, ça n'est pas un objet matériel, une image, une sculpture que l'on peut toucher et voir. Non, c'est l'objet mathématique, c'est la définition mathématique, ce sont les équations mathématiques. Et l'intérêt est dans le mot potentiel, parce que cet objet, par exemple, il est issu finalement d'une formule qui est assez simple, mais qui contient de nombreux paramètres.
Et en jouant sur ces paramètres, eh bien, je vais obtenir une infinité de formes qui vont être ressemblantes à celles-là, ou même relativement, voire très différentes de celles-là, mais qui seront toutes issues des mêmes formules et des mêmes équations. Et donc, l'œuvre, c'est la formule, ce sont les équations. Alors évidemment, cette approche de l'art n'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il faut évidemment des compétences et des connaissances en mathématiques. Et c'est pour ça que l'on fait malgré tout des images et des sculptures. C'est pour montrer quelques-unes des possibilités des mathématiques dans le domaine de l'art. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Et comme lors des 2 premiers épisodes, je vous laisse la parole sous la forme de questions et j'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous rappelle que jeudi prochain, à la même heure, eh bien, nous aurons un 4e et dernier épisode qui, cette fois-ci, essaiera de vous montrer les limites de tout ce que je vous ai présenté. Les limites des mathématiques, les limites du calcul et les limites des visualisations. Dernière chose avant de commencer à répondre à vos éventuelles questions, je voudrais juste vous rappeler l'adresse de mon site internet qui apparaît ici, w3laptam avec 2m.polytechnique.fr. Et sur ce site, vous trouverez tout ce que je vous ai raconté, parce qu'il y a toute une collection d'articles que j'ai pu écrire sur tous ces sujets. Et puis, il y a aussi, comme vous pouvez le voir, actuellement, 8541 visualisations issues des mathématiques et de la physique qui vous permettront de faire un tour beaucoup plus vaste que celui qu'on peut faire en 4 épisodes avec l'ordinateur et Internet. Voilà, donc je vous remercie et donc j'attends éventuellement vos questions. Déjà, merci pour cette intervention et du coup, pour avoir expliqué tout cela. Et j'ai partagé du coup le lien du site dans le chat. Donc, pour tous ceux qui veulent y accéder, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions que vous pouvez vous poser. Et, sinon, moi, j'avais juste une question pour vous, une question personnelle. C'est comment êtes-vous arrivé à travailler sur la géométrie fractale? Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit en école. Alors, la question est très amusante parce que si j'avais eu beaucoup plus de temps, j'aurais répondu spontanément. En fait, une de mes spécialités au Centre de mathématiques appliquées, donc CMAP, c'est justement la visualisation des objets mathématiques et des objets de la physique. Ça, c'est vraiment une de mes grandes spécialités. J'en ai d'autres, mais c'est l'une d'entre elles. Et il y a de très très nombreuses années, et quand je dis de nombreuses années, c'était, si j'ai bonne mémoire, au début des années 1980, voire à la fin des années 1970, j'ai reçu un jour un coup de téléphone de la direction d'IBM France. Et IBM France me disait qu'il recevait à Paris la visite d'un des chercheurs d'IBM États-Unis, à Thomas Watson, près de New York. Et la direction d'IBM France me demandait si j'acceptais de recevoir ce chercheur, qu'on qualifiait de chercheur américain d'ailleurs, recevoir ce chercheur dans notre laboratoire pour lui montrer un petit peu ce que je faisais, moi, dans le domaine de la représentation des objets mathématiques. Et donc, la direction d'IBM France est venue dans notre laboratoire, accompagnée d'un chercheur que personne ne connaissait à l'époque, et ce chercheur, c'était tout simplement Benoît Mandelbrot. Alors évidemment, on a discuté longuement, je vais montrer ce que je faisais, mais lui aussi est venu accompagné de nombreux documents, m'a montré tout ce qu'il faisait, et c'est un peu comme ça que finalement, il a repris contact avec l'école polytechnique, puisque Mandelbrot est un ancien polytechnicien, et donc il a repris contact avec son ancienne école. Il a continué à entretenir jusqu'à sa disparition des relations très étroites avec nous, et en particulier avec le laboratoire de la physique de la matière condensée. Et c'est pour ça que j'ai montré beaucoup d'exemples issus des travaux de ce laboratoire, et je me permets de citer de nouveau Bernard Sapoval, Jean-François Douillet et Michel Rousseau, qui sont donc 3 chercheurs de ce laboratoire qui ont beaucoup travaillé dans le domaine de la physique de la matière condensée et qui ont pu appliquer tous les résultats de Benoît Mandelbrot et qui ont permis, grâce à cela, enfin de décrire des phénomènes de la physique qui jusqu'alors, un petit peu comme la forme des nuages tout à l'heure, qui jusqu'alors échappaient complètement à la description mathématique. Donc voilà comment j'ai connu Benoît Mandelbrot. Et puis évidemment, comme je l'ai laissé entendre, on a continué à se voir, à le voir à l'école polytechnique au cours des années et des décennies qui ont suivi. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse. Pour tous ceux qui sont présents, j'ai partagé le formulaire que vous pouvez répondre sur la conférence. Et du coup, j'ai une autre question qui a été posée par
du coup, un étudiant, c'est est-ce que les fractales sont utilisés dans la prévision des phénomènes naturels, comme la météo, par exemple Alors, à ma connaissance, la réponse est non. Parce que, bon, j'ai montré tout à l'heure les nuages. C'est pas parce que je sais faire des nuages avec la géométrie fractale que je sais comment physiquement ils se font et comment ils se défont, comment ils évoluent, comment ils deviennent des tempêtes, etc. Donc, la géométrie fractale ne va pas me permettre de faire de la prédiction météorologique. Par contre, j'ai donné tout à l'heure un exemple de prédiction que l'on peut obtenir grâce à la géométrie fractale, c'est justement dans le domaine de l'érosion des côtes. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont bien maîtrisés grâce à la géométrie fractale, et il y en a un autre, je vais revenir dessus là, si vous voulez, très rapidement, et que j'ai montré tout à l'heure. Nous allons le revoir ici. C'est celui-ci, voilà. La géométrie fractale donc permet de décrire la géométrie des alvéoles pulmonaires et donc permet de faire des prédictions finalement sur le fonctionnement finalement des alvéoles pulmonaires, comment se déplacent les molécules d'oxygène, d'azote et de gaz carbonique à l'intérieur. Et l'on voit, grâce à ces calculs mathématiques et informatiques, on voit comment se fait la respiration finalement. Et ce qu'on découvre finalement, c'est qu'à cette échelle-là, la respiration, ce n'est plus tellement un phénomène musculaire, macroscopique, mais c'est un phénomène microscopique de diffusion. Voilà. Et donc, grâce à la géométrie fractale, dans certains domaines, on peut faire de la prédiction, mais pas dans le domaine de la météorologie en tout cas. Enfin, peut-être un jour, mais pas en tout cas aujourd'hui. Donc, merci pour cette réponse. Et du coup, il y a une autre question qui est, y a-t-il d'autres applications pratiques de la géométrie fractale, par exemple gestion des ressources en eau, hydrocarbures, géophysique, etc. Je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais il faut voir par exemple qu'un réservoir de pétrole, quand on dit réservoir de pétrole dans un champ pétrolifère, c'est pas par exemple un cylindre creux qui est à l'intérieur de la Terre. Non, le pétrole il est contenu dans des fissures, etc. Mais en général, la géométrie de ces systèmes est extrêmement complexe et effectivement se définit très bien grâce à la géométrie fractale. Et donc on peut très certainement, mais là je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences, on peut très certainement utiliser la géométrie fractale pour modéliser les réserves pétrolières dans certains domaines. Voilà. Mais je ne peux pas guère vous en dire plus. Merci pour cette réponse. Du coup, j'espère que la réponse a été claire. Il y a une autre question qui est, pourriez-vous réexpliquer comment fonctionne la géométrie fractale non déterministe? Alors, je vais revenir. Alors, je crois avoir un exemple. Alors, si vous me donnez juste une petite seconde. Oui, alors, je vais vous donner un exemple qui va être très simplifié par rapport à la réalité, mais ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne. Alors, ne bougez pas une seconde. Et ça vous montrera que sur mon site, il y a théoriquement beaucoup de choses que je n'ai pas présentées. Alors, c'est une approche très simplifiée, mais qui illustre déjà un petit peu comment on peut faire des montagnes. Vous voyez cette image. Bon, je considère un domaine bidimensionnel. Alors, ce que je vais vous raconter là, ça se généralise bien évidemment à 3, 4 000 dimensions si vous le voulez. Hein. Mais je le présente à 2 dimensions parce que les choses sont beaucoup plus simples. Donc, j'ai un domaine du plan qui est délimité par ce rectangle et je le quadrille grâce au trait noir que vous voyez. Et en chacun des nœuds du quadrillage, donc il y en a très peu, il y en a 9 ici, je vais tirer un nombre au hasard. Donc un ici, un là, etc. Et ainsi de suite sur les 9 nœuds de ce maillage. Et ensuite, je vais remplir le domaine rectangulaire par des interpolations. Et donc, par exemple, les couleurs qui sont ici sont interpolées entre le blanc qui est là, le cyan qui est là, le rouge qui est là et le blanc qui est là. Ensuite, je vais recommencer la même opération, mais avec un maillage, avec une maille plus petite. Donc, on voit qu'on obtient une structure plus fine, plus détaillée en quelque sorte que la précédente. Et puis, je vais recommencer avec un maillage encore plus petit.
etc., etc. Alors maintenant, si l'on considère qu'une montagne, mais ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas toujours vrai en tout cas, qu'une montagne, c'est un champ de côte. C'est-à-dire qu'une montagne vue d'avion, chacun de ses points uniques est représenté par une altitude. Eh bien, on peut considérer que ces trois images représentent des champs de côte. Et je vais pouvoir représenter finalement les valeurs, les couleurs par des altitudes. Et voilà ce que donc on va obtenir. Donc ici, j'ai le quadrillage le plus grossier. Ici, je rajoute un quadrillage un peu plus fin, encore plus fin, etc., etc. Et on voit que, considérant que ces quadrillages définissent des cotes, des altitudes, eh bien, on voit que progressivement, je vais obtenir ainsi une surface très naturelle qui ressemble à une montagne vue d'avion. Alors maintenant, en réalité, là, j'ai fait une présentation très élémentaire parce que j'utilise des mailles qui sont rectangulaires. Il faut pouvoir utiliser des mailles de formes différentes. Il faut être capable d'interpoler de façon propre. Je fais remarquer aussi qu'une montagne, ce n'est pas forcément un champ de côte parce qu'il peut y avoir des surplombs, des choses comme ça. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, le principe de la géométrie non déterministe, c'est de, je vais revenir un instant sur cette image, le principe de la géométrie fractale, en général, c'est d'itérer un certain nombre de fois des opérations très élémentaires. Et dans le cas de la géométrie fractale non déterministe, eh bien, certains éléments de départ vont être des éléments aléatoires, comme ici, par exemple, encore une fois, des valeurs en chacun des deux. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Et quand la géométrie fractale est déterministe, eh bien, il n'y a pas de hasard, on n'utilise que des formules pures et dures et on obtient les objets que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce sujet. Bah, déjà, merci pour votre réponse. Et donc, si vous, enfin, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, donc si c'est clair pour tout le monde, bah, nous pouvons terminer ici si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, encore une fois pour vous présenter les limites de tous ces outils et vous saurez, je le crois, quelques surprises. En tout cas, merci pour cette conférence et j'espère que ça a intéressé tout le monde et que tout le monde a pu découvrir la géométrie fractale ou le redécouvrir. C'est possible que quelqu'un connaisse ceci. Donc, merci tout le monde et bonne fin de journée et au revoir. Au revoir.